déjà la troisième présentation de ce soir. Puis là, on rentre un peu dans les gens que je connais personnellement. Puis, en l'occurrence, Antoine Taylor, juste à ma gauche. Pour le présenter, pour ceux qui ne savent pas, Antoine il travaille sur l'intelligence artificielle avec Maxime Lecoudreau, qu'on a déjà reçu par le passé ici à BistroBrain. Et sa présentation de s'intituler l'intelligence artificielle pour comprendre le cerveau humain. Antoine est étudiant en doctorat en informatique à l'Université de Sherbrooke et est responsable aux communications du regroupement étudiants, les chercheurs et les chercheuses en sciences et donc le Rexus de l'Université de Sherbrooke. On en remercie d'ailleurs encore pour l'appui financier pour le projet BistroBrain. Et il ne trouve pas facile d'écrire sa propre vidéo, mais je vais me permettre d'acheter un qualificatif. Je veux dire que Antoine est très chaleureux. Donc, voici, c'était pas si difficile. Bonne présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. En fait. Donc aujourd'hui, je vais présenter comment l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre le cerveau humain. Ou plus particulièrement, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à cartographier le cerveau humain. C'est vraiment un meilleur type de présentation auquel j'ai pensé beaucoup trop tard. Donc, premièrement, c'est quoi le cerveau humain? En fait, trop grossièrement, le cerveau humain, c'est la matière grise qui est composée de neurones. Et ces neurones-là sont reliés par des axones. Les axones, c'est des câbles qui relient les neurones ensemble quand elles s'activent. Donc, les neurones s'activent quand on parle, quand on pense, quand on écoute, en fait, puis ils activent d'autres neurones à travers les axones. Donc, la matière blanche, c'est comme un paquet de câbles avec un paquet d'axones tout couchés ensemble. Donc, on peut voir la matière blanche, en fait, un peu comme une carte routière, en fait, pour le cerveau, qui relie différentes régions, en fait, de la matière grise ensemble. Donc, ce qui serait le fun, en fait, c'est d'avoir une espèce de GPS, en fait, une espèce de Google Maps, en fait, du cerveau, pour qu'on puisse savoir exactement quelles neurones, ou au moins quelles régions du cerveau font quoi, en fait, quand on pense, quand on s'active, quelles régions sont activées. Pourquoi est-ce qu'on voudrait savoir ça? En fait, ça serait pratique pour, par exemple, faire la planification pré-chirurgicale. En fait. Donc, supposer qu'on veut enlever une tumeur, ça serait fun de savoir où couper pour savoir quelles fonctions du cerveau vont être impactées, en fait. Parce que si on coupe des corps, forcément, il y a des fonctions qui vont être impactées. Ce serait fun aussi de savoir comment la matière blanche se comporte pour savoir c'est quoi les impacts des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques, en fait, qui attaquent directement la matière blanche. Ou, en fait, le thème de la soirée, c'est les technologies du futur. Donc, si on fait un peu de futurologie, si on est capable de cartographier le cerveau grand entrée, on pourrait ensuite le modéliser, en fait, le simuler virtuellement, puis bien étudier, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour imager le cerveau? Comme on l'a vu précédemment, on peut voir des neurones au microscope, sauf qu'il faut passer par la dissection. Puis se faire dissecter le cerveau, c'est pas très plaisant. Fait qu'on va plutôt passer par l'IRM conventionnel. Mais l'IRM conventionnel, il y a un petit problème, c'est que la résolution est beaucoup trop grande, en fait, pour imager chacune des axones. Donc, plutôt, en fait, on va passer par l'IRM de diffusion. L'IRM de diffusion, c'est un peu funky, en fait, ce que ça fait. Ça n'image pas non plus directement les axones. Plutôt, ce que ça fait, en fait, c'est que ça mesure le mouvement de l'eau dans le cerveau selon une certaine direction. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, en fait? C'est qu'on peut penser, en fait, à la matière blanche comme une espèce d'ensemble de céleri. Si on s'imagine un céleri dans la tête, un céleri, c'est fibreux, en fait, c'est rempli d'eau. Si on fait bouger l'eau selon une certaine direction, on peut s'imaginer, en fait, que l'eau aurait beaucoup plus de facilité de bouger selon le long des fibres du céleri que de façon perpendiculaire à celle-ci, en fait. Donc, si on est capable de savoir à quel point est-ce que l'eau a de la facilité à bouger, en fait, on peut savoir que les structures vont à peu près dans le même sens que l'eau, quand l'eau bouge, en fait. Si on vient à l'analogie du réseau routier, en fait, c'est comme si, plutôt qu'avoir des images satellitaires de réseau routier, par exemple des États-Unis, on aurait une carte de chaleur, une heat map en anglais, du déplacement des voitures, en fait, aux États-Unis. Donc, on s'imagine que les voitures, s'ils se déplacent dans une certaine direction à un certain endroit, forcément, la route, elle devrait à peu près suivre la même direction, en fait, parce qu'on sait que les voitures se déplacent sur les routes. Donc, à partir de l'IRM de diffusion, ce qu'on peut faire, en fait, c'est de la tractographie. Donc, la tractographie, c'est quoi? En fait, c'est le sujet principal de la présentation, mais c'est aussi, en fait, une reconstruction virtuelle de la matière blanche à partir de l'IRM de diffusion. Donc, la tractographie, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on part d'un point dans le cerveau, en fait, une région du cerveau. On regarde c'est quoi l'orientation qu'il y a à ce point-ci. On se déplace, on fait un pas. On regarde c'est quoi la nouvelle direction, on se déplace encore. Puis, en fait, à force de se déplacer, en fait, on va partir d'une région, on va atterrir dans une autre région, puis on va avoir reconstruit un chemin, en fait, dans la matière blanche.
Puis, si on reconstruit plein de chemins, en fait, on va avoir un petit peu approximé la structure de la matière blanche, on va avoir approximé la structure des câbles de la matière blanche, en fait, puis ça va nous donner une approximation de cerveau. Okay. Donc, la tractographie, en fait, ça peut servir à plein de choses, mais entre autres à faire des dissections virtuelles. Donc, plutôt que de disséquer physiquement le cerveau de quelqu'un, ce qui est fatal, on peut plutôt disséquer virtuellement en fait, les tractogrammes reconstruits. Ça nous permet d'obtenir, mettons, des faisceaux, par exemple, le faisceau de la vision, qu'on a vu précédemment, pour en fait l'étudier, pour savoir comment il évolue dans le temps, par exemple, à cause des maladies. Donc, si on vient à l'analogie de la route, la tractographie, un peu, c'est comme dire à quelqu'un, prends ta voiture, déplace-la sur les routes, et on va voir où ça va t'amener, en fait. Ça se peut qu'ils reconstruisent un chemin qui est très bien, en fait, donc entre Montréal et Sherbrooke, en passant par le 10. Ça fait du sens. Mais la matière blanche, c'est complexe. Selon des estimés, en fait, il y a plus du 2 tiers de la matière blanche qui est occupée par plus qu'un faisceau. Donc, c'est comme si, sur notre réseau routier, plus du 2 tiers du temps, il y avait comme un échangeur comme ça. En fait. Ce qui fait que notre algorithme de tractographie, souvent, il va avoir des erreurs. Il va passer par des chemins qui ne font pas vraiment de sens, en fait. Puis, ben, ça, ce que ça va faire, en fait, ça va mener à une reconstruction qui va être inexacte de la matière blanche. Donc, la structure générale de notre espèce de reconstruction va être correcte, mais chaque chemin va être peut-être pas très représentatif de ce qui se passe pour de vrai dans le cerveau, en fait. Ce qui fait que ben, les algorithmes de tractographie ont quelques problèmes, en fait. Notamment, c'est qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va, puis on ne sait pas quel virage prendre, en fait. Ça, ben, ça mène à des mauvaises reconstructions de la matière blanche, donc des mauvaises cartes routières, en fait. Puis, ben, c'est pas très utile lors de l'étude de maladie ou du fonctionnement, ainsi de suite. C'est vrai que l'intelligence artificielle arrive à la rescousse, en fait. Par intelligence artificielle, comme on l'a vu au dernier Bistroburn, pour ceux qui étaient là, en fait, on ne parle pas de Skynet, en fait, on parlait plutôt de réseaux de neurones artificiels, en fait. Les réseaux de neurones artificiels, c'est quoi? C'est des modèles statistiques qui permettent d'apprendre une fonction plus ou moins arbitraire. Par exemple, si on leur donne une tonne d'images, mettons, de chiens, d'avions puis de chevreuils, puis on lui dit « apprends à les classifier », ben, c'est ça que le réseau neuronal va pouvoir apprendre à le faire, en fait, avec une tonne de données. Ou va pouvoir aussi apprendre à générer des nouvelles données à partir des données d'entraînement qu'il y a eu précédemment. Donc, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'intelligence artificielle pour la cryptographie? Ben, des informations, on en a en fait. C'est juste qu'en tant que programmeur, on ne sait pas encore comment se faire violence et les intégrer aux algorithmes de cryptographie classiques. En fait. Donc, ce qu'on aimerait plutôt, c'est des données à manger aux neurones. Ils s'en servent comme ils peuvent le faire, en fait, puis ça nous permet d'obtenir des tractogrammes. Puis ça marche, en fait, ce qui est bien. Donc, ça a été fait dans mon lab par le passé, en fait, donc, en utilisant des données de l'IRM de diffusion et des tractogrammes qui ont été annotés. Ils ont été donnés à manger en entraînement à un réseau de neurones. Le réseau de neurones peut maintenant produire des tractogrammes sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc, ça marche bien. Donc, ça crée moins de faux chemins, en fait, donc, sur la carte routière, parce que, ben, lors de l'entraînement, le réseau de neurones a vu c'était quoi un vrai chemin. Donc, forcément, il ne fait pas des mauvais. Le seul problème, c'est que des données comme ça, ben, il n'y en a pas. Donc, la façon de générer les données comme ça, en fait, c'est soit par des faux cerveaux synthétiques, en fait, où on sait c'est quoi les vrais chemins qui devraient être optimés, ou en prenant des tractogrammes qui viennent d'algorithmes classiques. Et si on prend des tractogrammes qui viennent d'algorithmes classiques, ben, si on donne ça à manger à un réseau de neurones, il va juste refaire la même chose. Donc, il va juste faire à peu près la même chose que les algorithmes classiques feraient, et ça, ben, c'est pas une bonne chose, en fait, si on se retrouve avec le même problème. Parallèlement à ça, en fait, il y a l'apprentissage par renforcement qui existe. L'apprentissage par renforcement, en fait, c'est un type d'intelligence artificielle qui n'apprend pas avec pour utiliser mon terme, une chie de données, mais plutôt qui prend, qui apprend par essai et erreur, en fait, en posant des actions plus ou moins aléatoires, qui se fait récompenser par une fonction de récompense, en fait, sur les actions qu'il pose. C'est un peu abstrait tout ça, mais par exemple, si on prend le jeu de Go, en fait, pour ceux qui ont vu le documentaire en 2017, AlphaGo, je pense, ça s'appelle. Donc, l'algorithme d'apprentissage par renforcement a appris à jouer au jeu de Go en fait, en posant des actions un petit peu au hasard, donc en posant des pierres sur le board. Puis, il y avait une fonction de récompense qui disait « Bravo champion, ce que tu as fait, c'est bien » ou « Bouh, c'est vraiment pas bon ce que tu as fait. »
Puis en maximisant la récompense de la fonction de récompense, ben, on peut juger en fait que la tâche est accomplie. Un autre exemple, en fait, ce serait un robot qui essaierait d'apprendre à marcher. Donc le robot qui apprend à marcher, en fait, s'il est debout et avance par en avant, on peut le récompenser en lui disant bravo champion, puis s'il a un spectacle, on dit il ne faut pas que tu fasses ça. Donc, dans ma maîtrise, en fait, ce que j'ai développé, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement pour la tractographie. En fait, donc, on a appris un algorithme à juste, par essai et erreur, à faire de la tractographie, en fait, à faire des pas dans la matière blanche. Puis, on le récompensait. Donc, si les chemins qu'il faisait étaient bons, on le récompensait. Puis, si les chemins qu'il faisait n'étaient pas bons, on le pénalisait. Ça, en fait, ce que ça donne, c'est des tractogrammes qui sont excellents, qui sont meilleurs que les algorithmes conventionnels, en fait. Puis sans qu'on ait demandé à un programmeur ou une programmeur de se faire violence à essayer d'intégrer des informations weird ou à coder un algorithme. Parallèlement à ça, en fait, on a des gens dans la salle qui ont participé aux avancées, mais on peut demander à des réseaux de neurones aussi à filtrer des tractogrammes. Donc, une fois qu'on a des chemins, en fait, on peut demander à un réseau de neurones de juste filtrer les mauvais chemins et de juste garder les bons, ce qui augmente la fidélité du tractogramme. Ou on peut aussi demander à un algorithme de générer des meilleures données de diffusion, en fait, dans l'espoir que ça améliore la tractographie plus loin. Donc, pour revenir au titre de la présentation, les technologies du futur, mais le futur, c'est un peu maintenant, en fait. Donc, on peut cartographier le cerveau grâce à l'intelligence artificielle, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre les maladies, en fait, puis même, grâce à l'apprentissage par renforcement, en fait, par l'essai-erreur, on pourrait même découvrir de nouveaux faisceaux, en fait, qu'on pourrait valider grâce à l'histologie. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Merci à tous les membres de mes labs qui sont un peu présents à ce soir. Merci. On a des questions? Oui, c'est la tractographie. La tractographie n'a pas vraiment de précision, en fait. Ce qu'on reconstruit, c'est une ligne dans un espace. Donc, il n'y a pas vraiment de précision. On peut y mettre autant de lignes qu'on veut. Évidemment, la précision des données qui sortent de l'IRM va influencer, en fait, parce que, en fond, l'IRM de diffusion va prendre les structures, dans le fond, l'orientation des structures avoisinantes. Plus la résolution est grosse, ça veut dire que plus on va avoir une résolution qui va être générale, en fait, pour un point dans le cerveau. Puis plus la résolution de l'IRM va être bonne, plus la variation de la direction va être précise, en fait. Donc, oui, exact. En fait, donc, la question, c'est est-ce que la tractographie est faite avec l'IRM? Il y a maintenant des IRM qui ont ça d'intégrer, en fait, donc dans la machine. Par contre, nous, on développe des algorithmes à l'extérieur de la machine. En fait, donc, on prend les données, on prend les gigaoctets de données qui sont de l'IRM, puis on les analyse séparément. En fait. En fait, ça, c'est que la tractographie et l'IRM, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'IRM va pouvoir donner une image qui va soit être structurelle, fait dans le fond, ça va pouvoir dire là, il y a de la matière blanche et là, il y a de la matière grise. Et ça ne donnera pas d'informations sur le chemin, en fait, que la matière blanche peut prendre. En fait. Ça va juste donner une information sur c'est quoi le tissu. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais... Absolument. Ben oui, on est là pour ça. Oui, absolument. En fait, je pense que c'était en 2017. Donc, il y a des travaux dirigés par mon professeur Maxime Decoteau où il y a un neurochirurgien en fait, qui faisait une chirurgie donc, à crâne ouvert. Et il y avait la tractographie en temps réel selon un pointeur qui pointait quelque part dans le cerveau. Ça donnait les fibres qui touchent à ce point-là, en fait, qui se forment dans le cerveau. Donc, les algorithmes sont assez rapides pour être faits en temps réel, actuellement.
Oui, donc, on demandait en fait pour l'apprentissage par renforcement, est-ce qu'on utilise des feed-forward networks, des recurrent neural networks? Donc, c'est des réseaux de neurones soit qui ont de mémoire ou qui n'ont pas de mémoire, en fait. L'utilisation de réseaux de neurones avec mémoire pour l'apprentissage par renforcement, c'est encore vraiment shady comme principe. En fait, il y a comme pas de théories qui permettent d'avoir des algorithmes qui sont comme stables et performants, en fait, et efficaces. Donc, en apprentissage supervisé, il y a eu des réseaux récurrents qui ont été utilisés. En apprentissage par renforcement, c'est encore à faire. En fait, j'utilise des réseaux par renforcement, puis au réseau de neurones, oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. Et il me semble qu'il y a le même problème. Comment tu sais que c'est bien ou que c'est pas bien? Excellente question, j'espère que quelqu'un la pose. En fait, il y a des critiques qui ont raison, qui disent qu'on a un petit peu juste déplacé le problème. En fait. Par contre, c'est vraiment plus facile de définir une fonction de récompense que de définir un algorithme de tractographie au complet. En fait. Et en fait, cette fonction de récompense-là, c'est des travaux en cours, on peut l'apprendre aussi, en fait. Donc, on aurait des données qu'on nous donnerait, qu'on sait qui sont correctes, on pourrait apprendre la fonction de récompense qui, elle, permettrait d'apprendre les algorithmes, en fait, apprendre la photographie. Donc, ça, c'est en fait, il y a comme deux volets, en fait. Comment ça se fait que la fonction de récompense, c'est pas juste comme faire la photographie? Ben, c'est plus simple à faire, puis on peut l'apprendre aussi. Je vais encore déplacer le problème, je vais dire, on nous donnerait des données qui sont correctes. Oui, il n'y a pas de free lunch, malheureusement. Donc, en fait, en déplaçant le problème, on le minimise un peu. En fait, donc, le but, c'est de trouver la solution qui est la moins pire. En fait.